À la fin de novembre 1943, tout un branle-bas politique et diplomatique anime les belligérants et leurs associés, à l'heure où l'essentiel du territoire russe a été libéré, mais où en Italie, les Alliés piétinent. La conférence du Caire, d'abord, avec Chiang Kai-shek, puis celle de Téhéran, où pour la première fois, Staline, Roosevelt et Churchill se rencontrent. Cependant, en France, la pression allemande s'accroît et Pétain est désormais placé sous la surveillance directe du général Rentefig. Pour commenter les actualités françaises et britanniques, nous sommes avec Kurt Hinzmann, qui, pendant cette période difficile de novembre 1943, était un Allemand à Paris. Un Allemand à Paris en uniforme, mais pas n'importe quel Allemand, puisque c'est vous qui avez installé la télévision à Paris, et c'est de cette télévision que nous héritons aujourd'hui. Pouvez-vous nous rappeler les circonstances ? Eh bien, en 1941, je me trouvais par hasard à Paris. J'ai rendu visite à mon vieil ami Bofinger, qui m'a, à cette occasion, appris que le directeur de l'information avait donné un ordre terrible. Il s'agissait de démonter l'émetteur de la Tour Eiffel et l'antenne et de donner le matériel à la compagnie des compteurs et à Telefunken qui travaillait avec cette compagnie des compteurs. À la même époque, le professeur Schröder et son associé M. Diels se trouvaient à Paris à la compagnie des compteurs et c'est par hasard que nous quatre nous nous sommes rencontrés et nous avons trouvé que c'était tout à fait barbare, que c'était du vandalisme le plus pur de vouloir démonter et détruire une telle installation, et nous nous sommes demandé si nous ne pouvions pas en faire quelque chose de plus intelligent. Et puis, j'ai eu l'idée de refaire le coup que nous avions fait à Berlin, c'est-à-dire de faire une télévision pour les blessés. C'est une proposition qui a été acceptée, et je me suis ainsi retrouvé à la tête d'une télévision qu'il fallait créer. Eh bien, on va voir aux actualités la première présentation de cette télévision et vous ferez les commentaires pour nous dire comment cette aventure s'est déroulée. C'est au profit de la Croix-Rouge que la Fédération d'escrime organise pour la deuxième fois le challenge Laurent Bourdon. L'épreuve est disputée aux 3 armes. Voici tout d'abord les fleurettistes. L'assaut entre Flaché et Coutreau est serré. Coutreau triomphe. Les épéistes, reliés par un cordon à l'arbitre électrique, leur succèdent. C'est l'ex-champion de Paris du lieu qui sort vainqueur de l'assaut. Voici enfin les sabreurs. Attaque, parade, riposte se succèdent, rapide. Taillandier la victoire. Diaphragme comme de jeunes poulains, les coureurs à pied attendent le départ du cross de Paris Soir qui va marquer l'ouverture de la saison hivernale. L'épreuve est disputée sur l'hippodrome de Vincennes. Dès le départ, Jean Lalanne a pris la tête. Il mène au premier passage devant les tribunes. Déjà derrière lui, le peloton s'est considérablement étiré. Ils ne sont plus que 4 en tête. Rochard en blanc, Lalanne et son béret, puis Capel et Thomas. Rochard attaque, mais le champion de France attaque à son tour. Et comme l'an passé, c'est encore tout seul que Jean Lalanne triomphe. Il a couvert les 8 km du parcours en 24 minutes et 8 secondes. 2 jeunes filles se préparent au bal.
C'est le titre de la danse que Serge Liffard a créé spécialement pour la télévision et que répètent aujourd'hui sous sa direction les deux charmantes danseuses Desta et Ménène. La presque totalité des récepteurs de télévision est actuellement en service dans les hôpitaux, pour la distraction des blessés et des malades. Anticipation. Et un jour, de chez vous, il vous sera ainsi possible d'assister à la projection de France Actualité. Kurt Hinzmann, vous nous avez dit que cette télévision, qu'on voit ici pour la première fois au cinéma en 1943, était destinée aux Allemands, aux blessés, etc., dans les hôpitaux. Et vous nous avez dit aussi que c'est M. Bofinger qui vous a mis en place, mais Bofinger dirigeait la radio. Et est-ce que c'était une télévision sous contrôle? C'était des Français qui y participaient? Expliquez-nous un petit peu. Eh bien, nous avons invité les Français à participer à cette télévision franco-allemande. Puis, dans un premier temps, nous avons rencontré beaucoup de surprises et d'étonnements. J'avais comme partenaire M. Raymond Braya, Thomas Broca. Et puis, après une première incrédulité, ils se sont tournés vers de Maisons, et puis par de Maisons vers le gouvernement de Vichy, qui était d'accord. Vichy a dit oui, allez-y. Et puis participer, essayer de récupérer la part la plus grosse possible du gâteau. Et là, les images que nous venons de voir, eh bien, c'est une répétition avec Testa et Mélène. Les deux danseuses sont les enfants du consul Mar. Et d'ailleurs, Testa est la mère de l'artiste français Johnny Hallyday. À Vichy, le maréchal Pétain remet un insigne aux veuves de la guerre 14-18 qui ont perdu un fils au cours de la dernière guerre. Celles qui, par ce double et cruel sacrifice, ont tout donné à la France, sont aujourd'hui à l'honneur. Les jeunes gens partis faire leur service du travail ont chaque semaine plusieurs heures de cours qui vont leur permettre, la pratique aidant, d'apprendre rapidement la langue allemande. Le travail dans les ateliers d'apprentissage sous la conduite de contremaîtres expérimentés. Mais les jeunes du maréchal sont loin d'être tous partis pour l'Allemagne, ainsi que voudrait le faire croire une certaine propagande. Dans les chantiers de jeunesse, des Français de 20 ans travaillent à des tâches françaises. Jusqu'à présent, ils ont déjà notamment fabriqué près de 5000 tonnes de charbon de bois qui auraient permis à 120 camions de 5 tonnes de couvrir en charge le tour de la Terre. La longueur des bois abattus représente la distance de Paris à Tokyo. À Paris se tient le premier congrès du commissariat général à la main-d'œuvre française en Allemagne, en présence de messieurs Catala, Abel Bonnard et Brunton. Les orateurs soulignent l'aide efficace apportée aux familles des travailleurs. C'est ainsi qu'à Marseille, il a pu être distribué 50 kilos de pommes de terre à tous ceux dont le mari ou le père ont dû quitter le pays. Comme l'a déclaré M. Brunton, les équipes du commissariat ont un seul idéal, comprendre et connaître les besoins de ceux qui viennent à eux afin de les mieux servir, servir l'ouvrier, servir sa famille. À Stockholm, le roi de Suède, Gustave V, inaugure ses cours personnels de tennis. Et comment mieux les inaugurer qu'en disputant un match de championnat que le souverain gagnera en dépit de ses 85 ans.
En Bulgarie, chaque année, les violentes crues du Danube provoquaient de graves dommages. Les jeunes du service du travail n'ont pas boudé à la tâche. Grâce à eux, des digues ont été élevées. Toute la région de Schwichthof est maintenant à l'abri des inondations. Les jeunes sont également mis à contribution en Roumanie où de vastes étendues sont déboisées. Dans toute l'Europe, les moins de 20 ans apportent à l'œuvre commune le concours de leurs jeunes bras. Dans un grand music-hall parisien se déroule un gala pour la constitution du livret du prisonnier, organisé sous le patronage du commissariat général aux prisonniers de guerre, le jongleur Paul Berny. Pépé d'Armes. Paul Colline. Noël et les étourdissants Cradoc, fils tout droit, on le sait, d'Albert Fratellini. À la mairie de Saint-Maur, le cœur des mamans bat d'inquiétude. C'est le concours du plus beau bébé. On le voit, les privations ne semblent pas avoir atteint la santé des titulaires des cartes E et J1 de Saint-Maur. Les 4 premiers prix. Dans un port de la Manche, un de nos plus modernes transatlantiques s'apprête à lever l'ancre. Sur le pont Promenade, Pierre Freinet, Yvonne Printemps et Henri Decoing. Mais on l'a deviné, il s'agit simplement d'une prise de vue de « Je suis avec toi ». Ici, Pierre Freinet serait-il devenu sculpteur? Non. Sous la direction de Jean Anouilh, l'un de nos plus grands auteurs dramatiques devenu provisoirement cinéaste, il tourne Le Voyageur sans bagage avec la charmante Blanchette Brunois. Haute altitude par l'aviation anglo-américaine, Marseille a été à son tour bombardée. Vision devenue hélas familière pour tant de Français. Morts, 51 blessés. Grenoble, où sévit le terrorisme, a été le théâtre d'un grave attentat. La poudrerie de la ville a sauté. Des morts, des blessés, 2000 sinistrés, tout un quartier détruit ou gravement endommagé. Aussitôt, l'aide aux sinistrés a été organisée par le Secours national et les anciens des chantiers. Le sang français coule à nouveau, mais cette fois versé par d'autres Français. Vous savez, Kurt Hinzmann, cette information sur Grenoble, c'est silence et contre-vérité. D'abord, on ne dit pas que tout ce qui s'est passé là, c'est à la suite du 11 novembre. La fête nationale, en France, avait été interdite. On n'avait pas le droit de la commémorer. Et cette année-là, en 1943, dans une petite ville du Jura qui s'appelle Oyonnax, tous les résistants de la région ont fait un coup
comme vous, mais un coup différent. Tous les résistants ont défilé dans la ville d'Oyonnax au nez des occupants, d'une part, et naturellement du gouvernement de Vichy. Et le même jour, le 11 novembre, à Grenoble, il y a eu une manifestation, dite manifestation au Diable Bleu, qui est une place de Grenoble, et les Allemands, je m'excuse, ont raflé, n'est-ce pas, tous les manifestants, et il y a eu énormément d'arrestations avec l'aide de la police française. Et c'est à la suite de cela qu'on a fait sauter la poudrière de Grenoble. Et ça, naturellement, on ne le dit pas dans le commentaire. Dans la banlieue de la capitale, dans les quartiers meurtris, les habitants ont déserté leurs demeures en ruine. Mais les concierges qui ont eu une conduite héroïque au cours des récents bombardements sont restés fidèles à leur loge. À l'hôtel de ville, M. Pierre Tétinger remet des diplômes aux concierges parisiens qui, au mépris des dangers, ont accompli leurs devoirs et les tâches qui leur avaient été assignées. Il y a quelques mois, les habitants du Portel fuyaient leurs maisons détruites, leurs foyers en ruine, où 500 des leurs avaient trouvé la mort sous les torpilles anglo-américaines. Aujourd'hui, à Notre-Dame de Paris, un service est célébré à la mémoire des victimes, en présence du colonel Bonhomme, représentant le maréchal, et de M. de Villiers-Terrage, venu assister à la cérémonie au nom du président Laval. Un nouveau contingent de légionnaires français arrive sur le front de l'Est. La présentation du drapeau aux recrues qui, selon les règles internationales, ont dû revêtir l'uniforme allemand afin de ne pas être considérés par l'ennemi comme francs-tireurs. Dans un port de l'océan glacial, les bateaux embarquent chasse-neige, traîneaux, skis à destination du front de l'extrême nord. Les avions lancent du matériel destiné à la construction des baraquements qui protégeront les combattants durant le long hiver polaire. Plusieurs milliers de kilomètres plus au sud, la guerre en Méditerranée, où plusieurs îles de la mer Égée viennent de tomber aux mains des forces allemandes. Voici une escadrille de géants, les plus grands avions du monde qui ont donné de remarquables résultats au cours des derniers débarquements. 130 hommes et leur équipement peuvent prendre place à bord de ces Messerschmitt, puissamment armés et munis de 6 moteurs. Chaque géant peut transporter dans ses flancs soit un char ou une automitrailleuse, soit un canon remorqué par un tracteur lourd.
nous venons de voir des actualités françaises, c'est-à-dire moitié française, moitié allemande. À la télévision que vous avez instituée, instaurée, créée, vous êtes le premier, et ça a duré maintenant, puisque c'est la même que nous voyons aujourd'hui, si j'ose dire, rue Cognac-Jay. Il y avait des informations aussi. Lesquelles? Eh bien, il y avait deux sources d'informations. D'une part, la Wochenschau, les actualités hebdomadaires qui me parvenaient de Berlin. Évidemment, elles étaient très filtrées. On avait déjà beaucoup élagué dans ces actualités. Et puis, évidemment, il y avait la guerre. Mais on essayait de s'efforcer pour que les blessés ne soient pas encore et en permanence confrontés à cette guerre. Et il y avait donc 5 équipes de tournage dirigées par Marc Chauvière, une personnalité connue à Paris. Et ces 5 équipes rassemblaient des actualités concernant Paris, à partir de Paris, des premières au théâtre, des concerts. Donc les actualités normales. Donc vous essayez un petit peu de sortir de la guerre. Oui. Et est-ce que les comédiens français, les techniciens collaboraient facilement à cette télévision qui était quand même, d'une certaine façon, allemande? Eh bien, le personnel de l'émetteur de la Tour Eiffel, qui était composé à 100% de Français, nous l'avons conservé pendant l'ensemble de la guerre. Nous avons travaillé avec cette équipe. Et puis parmi les autres personnels, le chef de studio, Stéphane Malin, nous l'avons fait libérer des camps de prisonniers allemands, ainsi que d'autres de ses collègues. Les collègues français ont travaillé de plein gré à nos équipes. Nous étions dans les meilleurs termes. Nous avions un restaurant dans lequel nous déjeunions ensemble. On me l'a d'ailleurs reproché par la suite. Mais lorsque l'on travaille ensemble, pourquoi ne pas manger ensemble? Et puis, l'ambiance était très bonne. J'ai eu beaucoup de difficultés par la suite du fait de mon comportement francophile. Mais je n'ai rien fait ni pour plaire aux Français, ni pour plaire particulièrement aux Allemands. J'ai vécu de manière tout à fait normale en me disant que la guerre était un état d'exception et que nous ne voulions rien faire pour ne pas pouvoir nous regarder face à face après la guerre. Dites-moi, dans un livre qui a été écrit sur Cognac-Jay 1940, où il est question de vous, et on voit d'ailleurs votre photo en beau jeune homme, aujourd'hui on dirait presque en playboy, n'est-ce pas? Car vous aviez de belles automobiles, dit la légende, n'est-ce pas? Vous dites quelque part que dans tout ce que vous avez fait dans la vie, vous avez cherché 20% de sécurité. Est-ce que c'était de la sécurité politique à cette époque? Oui et non. Vous savez, je ne comprends pas comment on devient un héros. À mon avis, pour devenir héros, il faut être idiot ou ne pas connaître le danger. Je ne vois pas de héros qui puisse être mon modèle. Moi, j'ai fait des courses automobiles, j'ai fait des choses complètement folles, mais je me suis toujours maintenu une certaine réserve. Je ne me suis jamais donné à 100%. Je suis resté un être humain. Oui, alors là, il faut quand même vous rendre hommage parce que, d'après ce que l'on sait, dans cette équipe de télévision, vous avez abrité beaucoup de réfugiés, notamment des Israélites, n'est-ce pas? Et puis des prisonniers français évadés. Mais vous preniez des risques. Oui, évidemment. Bien, mais par exemple, arrivé qu'un de mes collaborateurs vienne me voir et me dise qu'il a un ami qui s'appelle Monsieur X et qu'il faut aider. Et pour me convaincre, il me dit « mais il n'a pas de papier, c'est un prisonnier évadé ». Mon français était relativement mauvais à l'époque et je n'ai pas compris. Je n'avais pas le droit de comprendre, évidemment, ce qu'on me demandait. Mais évidemment, j'ai
fait travailler des personnes, je ne me suis pas inquiété de savoir s'ils étaient juifs ou non. J'ai fait travailler, je pense à Bernard Shaw, j'ai fait travailler des écrivains et des auteurs interdits. Nous étions un peu sur une île. Nous avons vécu sans contrainte externe, sans trop de contrôle, et lorsque les plaintes arrivaient après des semaines, eh bien en fait, ils n'en y pouvaient plus rien. C'est que peut-être aussi, à cette époque, on considérait la télévision comme quelque chose de pas sérieux du tout et qui ne méritait pas de surveillance. Oui, c'est exact. Parce que, en fait, à la rue Cognac-G, il n'y avait pas, on ne disait même pas, il n'y avait même pas affiché quelque part télévision Allemagne de France. Les voisins ne savaient pas qu'il y avait une télévision ici. Nous étions complètement inconnus. Si vous voulez, on va voir maintenant les actualités britanniques. Here is the world's news in pictures, and this is Pathé Gazette screening it. Millions of hungry and homeless people all over the world are the urgent concern of the United Nations. That innocent victims of Nazi and Japanese barbarism may survive and be helped to build for themselves new lives is the basis of the great inter-Allied plan. While immediate requirements are satisfied by Allied military authorities, we see at the White House in Washington the birth of UNRWA, over 40 countries meeting to create the United Nations Relief and Rehabilitation Administration. The start of a humanitarian project which was to meet with gratifying and immediate success in the Atlantic City meetings. The document commits all to share the cost and responsibilities of assisting liberated countries. Here are Mr. Roosevelt's words on world relief. Coming after the declarations of Moscow recently, this agreement shows that we mean business in this war in a political and humanitarian sense, just as surely as we mean business in a military sense. It is one more strong link joining the United Nations and their associates in facing problems of mutual need and mutual interest. In the Naples dock area, we see the immediate application of Allied relief. Food for Italians being unloaded to feed the hungry population stripped of essentials by their ex-ally, Germany. And here's the word rehabilitation being expressed in terms of muscle power. War damage is effaced from cities under Allied control. Italian labor is set to work to remove the scars of battle. Essential services are put in working order as the trail of restoration keeps pace with the speed of our advance. A special branch of AMG has the repair of historical churches under its care. Relief, restoration, rectitude. The 3 R's of a new education. With a direct bearing on the world's food problem are these pictures from Egypt. They show how in 12 months bumper harvests of grain have been cultivated and are now making Egypt self-supporting in flour. The crop being harvested is a variety of millet. The time-honored methods of threshing and winnowing are rapidly giving place to agricultural machines. No part of the plant is wasted. After extracting the grain, the husks and leaves are stored for cattle fodder and the stems for fuel. Where more modern implements are used, the rate of harvesting is naturally increased. The millet seeds later will be mixed with wheat to produce a wartime bread of excellent quality. The rich alluvial soil on which it grows is irrigated with water from the River Nile, which also takes care of its transport. Replenishment of the world's larder is exercising the minds of the nations. Between 200 and 300 Australians who are recently repatriated from Germany traveled by army lorries from Cairo and Alexandria to visit the Alamein Cemetery, where many of their cobbers are buried. At the graveside of an unknown Australian soldier, they hold their short service of remembrance. Making their way through the sea of small white crosses, they go in search of resting places of relatives and friends.
Many bring cameras to record the inscriptions. Those pictures will be carried reverently to loved ones at home. A hallowed corner of Egypt, which is forever Australia. Mr. Churchill's 2 days in Malta, en route for the three-power conference in North Africa, was spent in staff talks and tours of the island. Malta is actively engaged in a big reconstruction program. The Prime Minister's visit to see this work in progress was everywhere accompanied by crowds of enthusiastic people. This new Great Council of War had assembled in North Africa to lay down far-reaching plans for the future prosecution of the war in general and operations against Japan in particular. Britain, America and China expressed their resolve to exert unrelenting pressure on Japan, compelling her to disgorge the territory she has seized and occupied even before the First World War in 1914. A battery of cameras make a day of it while the stars shine. Ranged behind the three great men are the political and diplomatic advisors of the three nations. It is no exaggeration to say that to see General Chiang Kai-shek and his wife in this Allied assembly was a very real pleasure to everyone. Madame Chiang, although far from well, had undertaken the 4-day flight from Chongqing to lend her invaluable assistance to the discussions. The Generalissimo relies extensively upon her masterful knowledge of the English language. To Mr. Churchill, the nation is again indebted for this further call upon his energies. Mr. Roosevelt was making his 7th wartime meeting with the Prime Minister, and perhaps the most momentous of them all. Generalissimo Chiang Kai-shek had previously not met the Premier or President in person. Of the Allied Chiefs of Staff, we may, without naming them all, say that never before had so many powers behind the service thrones been gathered together. The worldwide character of the struggle dispels the illusion that hemispheres divide the wars into separate conflicts. This three-power conference brings into prominence the realization that the war in the East and West is universally indivisible. Every indication now points to an intensification of warfare in the Pacific and Southeast Asia. A busy time for the newsreel cameramen and photographers. Flashlight globes littered the lawns as a small army of men recorded the scene for posterity. Speculation had it that the other long-anticipated three-power meetings were on the secret agenda. Meanwhile, a clear-cut policy on Japan had already been shaped around the conference table in North Africa. On nous dit ici qu'il y a un secret sur la prochaine conférence, et nous savons bien sûr maintenant que c'est la conférence de Téhéran. Mais il y a quand même un secret parce que les Allemands étaient très forts en mer Égée. Depuis que l'Italie avait capitulé, ils avaient pris toutes les îles. Et on a craint que la conférence du Caire ne fût bombardée, puisqu'on a failli la déporter vers Khartoum, au sud. Et ensuite, Téhéran, ce n'était pas sûr non plus, il ne fallait pas trop en parler. Mais comme on sait, ces deux conférences avaient deux objets différents. Le premier, ici au Caire, premier objectif, c'était de rassurer les Chinois pour leur dire on vous aidera plus tard, soyez tranquilles, soyez tranquilles. Et la deuxième conférence de Téhéran, bien sûr, c'est pour la date du débarquement que se réunissent Churchill, Roosevelt et Staline, n'est-ce pas? Et il s'agit de savoir s'il y aura simultanéité entre le débarquement allié et la grande offensive d'été soviétique en 1944. Mais il y a eu plein d'autres questions, nous savons cela. As our armies advance up the map of Italy, local labor is enlisted to assist in the work of reconstruction. At labor exchanges, Italian engineers and laborers are signed on for work on permanent ways and public services. The Germans had employed many in a similar way, but conveniently forgot to pay them when it was obvious that they had to get out quick. Wrecked railway tracks received priority attention. This is a German track-wrecking machine, a device which rips up the sleepers and deposits an explosive charge on the rails, all in one neat movement. This appears very much to be a machine built by a nation admitting defeat.
The Italians find that working for the Allies brings them in regular pay, which is not the phony currency of their ex-Nazi bosses, but money guaranteed by the Allied military government. A handful of lire notes which are printed with a few reminders of the Atlantic Charter. The 4 freedoms which Italians had to sneer at under fascism. When the rains came in Italy, mud applied the brakes to everything. German and Allied convoys had churned every road into a sticky, clinging mass which bogged down every form of transport. Mud came to be known as Hitler's ally, not the Dr. Goebbels variety, but knee-deep slush which clung faster than an 18B detention. Way up on the Sangro River front, Monty chats to war correspondents outside the same caravans he used in North Africa. Monty's reputation for informality goes a step further as he puts up his brolly against the rain. Once upon a time, an umbrella became the symbol of appeasement. But in the hands of General Sir Bernard Montgomery, it's positively a battle axe. Over the saw-toothed and snow-capped peaks of the Hamadan and Iraqi mountains to Tehran, the route flown by the British and United States leaders and their staffs to meet the Soviet delegates in the drafting of the Plan for Victory. The start of the 4-day conference in the Persian capital, which, in effect, signs the death warrant of Nazi Germany. Impressive security measures have been taken for this critical and most momentous conference, which will shape the destiny of mankind. The compounds of the British legation in the Soviet embassy in Tehran were converted for the occasion into one great park. The ends of the street were sealed and closely guarded. It was at the Soviet embassy that one of the most moving ceremonies of the war took place. Marshal Stalin received the Stalingrad sword from Mr. Churchill, the magnificent token of British admiration for Russian courage, fashioned at the command of His Majesty the King. A British lieutenant acting as sword bearer steps forward to present the Sword of Honor into the hands of the Prime Minister. Taking it, the Prime Minister passes it to Marshal Stalin, who, after kissing the hilt, hands it to the savior of the steel-hearted city of Stalingrad, Marshal Voroshilov. It will be remembered that Mr. Churchill celebrated his 69th birthday in Tehran. The British press unit, knowing the Premier's weakness for hats, presented him with a Persian-style tetfa. The same day, Mr. Churchill went to the Soviet embassy to meet the Shah of Persia, who was then paying a call on Mr. Roosevelt. We are deeply conscious of the hospitality and friendly help afforded the three-power delegates by the Shah. The following day, Mr. Churchill came out as an honorary colonel of the 4th Hussars and reviewed the troops drawn up in the legation compound. 20 men of the Buffs, 20 men from the Persian Iran force, and 20 Sikhs. It was at this ceremony that he received 3 more birthday gifts. The PI force gave a silver cigar box, the Buffs presented a silver tray made in Isfahan, and the Sikhs a miniature painted on ivory. The presentations were made by Company Sergeant Major Calloway, Corporal Sutcliffe, and Kirpal Singh. Mr. Churchill was almost overrun as he signaled the men to come nearer so that he might thank them. It was the 10th Army's turn to cheer the chief.
For the first time in this war, the three Allied leaders had at last been brought together from the ends of the earth. Following the design for Japanese punishment framed in the Cairo meetings came the conference to decide the fate of Germany. The joint authors of this momentous declaration have planned the shape of things to come. Allied chiefs of staff have formulated operational plans so gigantic in scope that students of war are already forecasting a crushing all-out offensive involving many millions of men. They feel that preparations are now very close to completion. But let us leave speculation to the wise. Let us dwell upon the concrete things that are open for all to discuss. The infinitely gratifying thought that Churchill, Roosevelt and Stalin have set the ball rolling for the grand finale, that Britain, America and Russia are bound together in invincible unity. Turtle, Brooke and Cunningham, three of the 70 British delegates who conferred with an almost equal number of American and Soviet representatives. Would it be accurate to suggest that Mr. Churchill wore the uniform of Air Commodore of the RAF in recognition of the colossal air blows being delivered by the Royal Air Force? Perhaps so. The stage is set for unprecedented warfare for our tomorrows and concord among nations for the days to follow. Kurt Hinzmann, nous venons de voir des actualités anglaises. Naturellement, vous ne les avez jamais vues à l'époque, mais vous écoutiez la radio anglaise. Oui, Alors, évidemment. quelle était votre réaction quand vous donniez des informations? À qui? À des Allemands? À des Français aussi? Et que faisiez-vous des nouvelles venues d'Angleterre? Est-ce qu'elles vous étaient utiles pour réfléchir un petit peu? Eh bien, évidemment, nous étions tout à fait conscients d'où se situait la vérité, parce que nous avions un service d'écoute au Vésiné, et il y avait un certain nombre de personnes, un cercle assez étendu, qui nous écrivaient la vérité provenant des autres émetteurs. On pouvait la lire, et puis ensuite c'était détruit, et on ne pouvait plus la conserver que dans nos mémoires. Évidemment, nous avons tous écouté la radio britannique. Nous savions tout à fait ce qui se passait dans le monde. Et l'ensemble des informations qui nous parvenaient de Berlin, elles étaient embellies, c'était évident, nous le savions. Mais nous essayons de limiter ça à un minimum, parce que on ne pouvait pas dire la vérité aux téléspectateurs, ce n'était pas notre mission. Nous serions disparus immédiatement. Naturellement. Alors, c'était donc plutôt des spectacles de variété et autres. Nous ne nous sommes en fait consacrés qu'au divertissement, à l'amusement. Nous avons fait des émissions culturelles, des émissions de sport. Nous nous sommes toujours tenus à l'écart de la politique. Nous disposions de quelques 300 téléviseurs dans les hôpitaux, pour certains fabriqués par l'industrie française, pour d'autres apportés de Berlin. Et ils étaient donc disposés dans les postes ou dans les autres institutions officielles, afin que nous puissions exposer suffisamment d'appareils. Je vais vous poser une question. Vous disiez que c'était destiné aux hôpitaux allemands, etc. Est-ce qu'il y avait des Français qui regardaient cette télévision ou non? Oui. Eh bien, c'était tout à fait possible, puisque d'après des sources fiables, il y avait dans les foyers privés quelques 1000 téléviseurs. Et la définition de l'image française était de 445 lignes et nous émettions à 441 lignes. On pouvait donc, avec une légère différence de qualité, lire nos programmes à partir des téléviseurs français. On pouvait les suivre tout à fait. Les ondes courtes, les radios ondes courtes, ont une émission totalement différente des grandes ondes.
qui restent à l'horizon et qui ne vont pas au-delà. Et à partir de la Tour Eiffel, là, nous émettions, nous avons appris par la suite que, en fait, nous arrivions même à atteindre l'Angleterre avec nos émissions. Malheureusement, nous ne savions pas que les Britanniques étaient nos invités, nos téléspectateurs, sinon nous les aurions salués comme nous saluons les autres. Nous l'aurions fait pour les Anglais. Vous parliez seulement en allemand, cette télévision? Non. Au début, nous avons parlé beaucoup allemand, mais de moins en moins, nous n'en avons eu la possibilité, puisqu'il y avait de moins en moins d'acteurs allemands, d'artistes allemands. Au cours des derniers mois, c'est le français qui a vraiment dominé l'antenne. Et d'entrée de jeu, nos La musique était française. nos indicatifs, Vous oui. la connaissez encore? Ah oui, C'était sur le pont d'Avignon. exactement, Oui. n'est-ce pas? Et à la fin, c'était Lili Marlène, chantée d'abord par Alle Andersen. Auf Deutsch? Auf Deutsch? Auf sprechen Deutsch, et après, und nachher ist es dann... Et après, Solidor. c'est Suze Solidor. Et pour les émissions, il est très souvent arrivé que le français dominait tellement dans les émissions qu'on laissait tomber le Lili Marlène en allemand et on ne chantait que le Sissi Soldor. Et donc on en arrivait à une émission entièrement française. On ne nous en voulait pas parce que ça changeait beaucoup de toute façon et tout le monde trouvait ça finalement assez amusant. Mais dites-moi, Kurt Hinzmann, il y avait donc des morceaux qui étaient en français, puis d'autres en allemand, mais quand c'était en français, les Allemands ne comprenaient pas. Quand c'était en allemand, les Français ne comprenaient pas. Alors comment vous faisiez? Eh bien, nous avons agi de la façon suivante. Nous voulions avant tout faire de la télévision. C'était une sorte d'exercice. Ce que nous faisions pour les hôpitaux, en fait, ce n'était qu'un prétexte pour pouvoir faire de la télévision tout court. Nous avions lancé cette télévision et il est tout à fait arrivé que nous passions une pièce de théâtre en allemand et puis ensuite directement après en français parce que je devais donner la possibilité aux réalisateurs français et aux metteurs en scène français de produire des pièces françaises. Sinon, les téléspectateurs français auraient été malheureux. Oui, autrement dit, quand on ne comprenait pas, tant pis, c'était quand même de la télévision. Ja, natürlich. Exactement. Bon, mais alors, autre chose, on vous a inquiété après pour cette activité, et je crois même que vous êtes passé au tribunal. Ja, ich habe... man hat- Oui, on m'a reproché tout un tas de points parce que j'étais francophile, parce que je n'avais pas voulu faire sauter l'émetteur radio de la Tour Eiffel. Évidemment, je n'avais pas voulu faire cet acte de vandalisme. On m'a reproché d'avoir employé des prisonniers de guerre, d'avoir fait des certificats de complaisance utilisés par la résistance. Il y avait 19 chefs d'inculpation qu'on avait regroupés. À l'époque, les langues étaient extrêmement déliées et les esprits très vagabondants. Et en février 1945, il aurait fallu que je me présente devant un tribunal à Berlin et j'ai préféré fuir avec ma famille, ma femme et mes 3 enfants. Je me suis retiré dans les laboratoires de Telefunken à Bad Liebenstein et on m'y a cherché. Il était clair que la Gestapo me cherchait parce que l'attentat du 20 juillet par Bofinger, bien j'étais au courant. Mais tout cela s'est finalement bien terminé, alors qu'on m'a reproché par la suite d'autres choses. Merci, Kurt Hinzmann. Nous avons vécu avec un Allemand à Paris, dont le parcours, finalement, est assez sympathique. La prochaine fois, nous verrons des actualités allemandes et américaines.